Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du vol China Airlines 611. China Airlines, comme son nom l'indique, est une compagnie taïwanaise. Et c'est une compagnie, il faut le dire, qui n'a jamais eu la main heureuse avec le métal. Durant les années 80, 90 et bien après, elle a écrasé des avions. Durant les années 90, par exemple, elle connut au moins 2 crashs des Airbus A300 qui se sont plantés suite à de simples erreurs de pilotage. Les 2 accidents ont causé à peu près 500 morts. Si on revient en 1979, pour la genèse de cet accident qui est survenu en 2002, on a la compagnie taïwanaise qui commande des Boeing 747-200. Ces avions viennent directement des usines de Boeing, ils sont flambant neufs, et puis ils rentrent immédiatement en exploitation. Pour les pilotes de China Airlines, c'est des avions qui ne sont pas sans difficulté. C'est ce qui se faisait de plus grand à l'époque, de plus difficile. Et une des lignes très prisées par la compagnie China Airlines est la ligne Taipei-Hong Kong. On ne parle pas de l'aéroport d'Hong Kong d'aujourd'hui, mais on parle celui de l'époque, l'aéroport qui a dû être fermé. Un terrain extrêmement difficile avec des avions qui s'approchent face à une colline marquée d'un damier pour leur rappeler que la piste n'est pas là mais qu'il faut tourner. Les avions tournent au-dessus des habitations, on voit des images où on a ces appareils qui mergent littéralement dans les bâtiments et puis qui vont atterrir. Un aéroport qui a été considéré à cette époque comme l'un des plus difficiles au monde. S'il avait été ouvert aujourd'hui, il aurait été difficile de trouver des gens capables de poser quelque chose de plus grand qu'un ATR ou qu'un Airbus A319. À l'époque, on y allait en 747. On y posait également même le Concorde. Lors d'une approche en février 1980, quelques mois après la réception donc de ces Boeing, un incident malencontreux va arriver. Lors de l'atterrissage, le pilote cabre un peu trop le 747 et le résultat est que il va taper sur la queue. La queue de l'avion va racler contre le sol et puis après ce dernier va donc retrouver sa position normale, freiner, sortir. Plus de peur que de mal, mais il y a des dégâts. Les dégâts sont considérables, en particulier la partie inférieure de l'avion est raclée sur plusieurs mètres. De la tôle est complètement, elle est transformée littéralement, elle est perdue au niveau de la piste avec le frottement. Et ce qu'il en reste, ne permet pas de soutenir l'intégrité structurelle de l'appareil. On ne peut pas en vouloir aux pilotes de China Airlines. Les incidents de ce type, plus les ailes qui touchaient le sol, plus les réacteurs qui tapaient contre le sol, étaient monnaie courante dans cet aéroport et pas seulement chez cette compagnie. L'appareil est rapatrié à basse altitude et sans pressurisation et à faible vitesse. Il est rapatrié à Taipei où il s'agit donc de le réparer. Les techniciens regardent le document des réparations structurelles fourni par Boeing et là-dedans, vu l'ampleur des dégâts, ce qu'il faut faire, c'est faire la chose suivante. La réparation, on imagine l'arrière de l'avion. Donc ceci est l'arrière de l'avion. Imaginons qu'il soit ainsi. Ça c'est l'arrière de l'avion avec notre empennage comme ceci, on regarde l'avion par le bas. Là, ce qu'on a, on a des dégâts liés à l'impact contre la piste, on a des dégâts qui sont mettant comme ceci. Et donc, ce qu'il faut faire, ce que dit Boeing dit, cette tôle qui est ici, qui a été endommagée, on ne peut plus compter dessus pour l'intégrité structurelle, ni la réparer directement, il faudra la retirer. Ça veut dire que il faudra retirer
la partie endommagée, hein, de manière à être sûr que ce qu'on a retiré inclut toute la partie endommagée, n'est-ce pas? Après, une fois que c'est fait, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut remplacer cette tôle, il faut la remplacer, mais ce n'est pas suffisant parce que maintenant, on a quand même cette tôle-là qui est rapportée et puis qui est rivetée, mais qui ne va pas travailler aussi bien que la tôle originale. Et là, ce qu'il faudrait faire, il faut faire ceci. Il faut rajouter, n'est-ce pas? Il faut rajouter une deuxième couche de tôle par-dessus. Il faut rajouter une deuxième couche par-dessus, n'est-ce pas? Et puis, la riveter. Et une fois qu'on fait ça, on peut considérer que l'avion a été réparé et peut revenir en ligne. Les techniciens de la compagnie ont du mal avec cette procédure. Ce qui les embête vraiment, c'est retirer la tôle endommagée. S'il faut attaquer le 747 à la meule et retirer tout ce qui est endommagé, ils ont l'impression qu'ils vont couper en deux. Ils ont l'impression que ça va devenir trop difficile. Ils décident de faire quoi? Ils décident de faire beaucoup plus simple. Ils vont couper un morceau de tôle et ils vont le plaquer par-dessus la tôle endommagée. Donc la tôle endommagée, ils vont la laisser sur place. Le résultat est le suivant. Deux erreurs sont commises. Premièrement, ils vont laisser la tôle endommagée en place. Deuxièmement, le morceau qu'ils vont rapporter était un peu trop petit. Quand ils vont le placer par-dessus, il laissera un petit bout endommagé à l'extérieur de la zone qui est rivetée. C'est-à-dire, si je prends cette tôle qu'on va rapporter, elle sera rivetée de cette manière-là. Je vais montrer en point rouge des rivets. Donc, elle sera rivetée comme ceci. Donc, elle permettra d'apporter de l'intégrité structurelle à tout ce qui est à l'intérieur des rivets. Ça veut dire, entre les lignes de rivets à l'intérieur, effectivement, ce morceau de tôle pourra apporter son renfort. Sauf que ce morceau était tellement petit qu'il y avait encore de la tôle endommagée en dehors des rivets. Ça veut dire là, à l'extérieur des rivets, il y avait de la tôle qui était cachée, mais qui était cachée donc par ce panneau qu'on rapporte, mais qui était en dehors de la ligne des rivets. Vous voyez? Ça veut dire que dans une inspection, on ne la voit pas. Dans une inspection, on ne va pas la voir. Elle est cachée. Est-ce qu'elle est renforcée? Elle n'est pas renforcée du tout, parce que les rivets sont à l'intérieur de celle-ci. Elle reste à l'extérieur. Donc, il valide la réparation ainsi donc, et l'appareil revient en exploitation. Il va voler pendant 22 ans. Pendant ce temps-là, la compréhension des autorités aéronautiques de ce genre de problématiques va avancer. La FAA fait des enquêtes suite à des problèmes structuraux qui sont apparus sur des avions aux États-Unis et ailleurs. C'est-à-dire qu'on réalise que des avions sont en train de voler dans le monde avec de mauvaises réparations. Ce qu'on décide aussi de faire, c'est on va dans un cimetière d'avions et on commence un petit peu à regarder des appareils réparés. On retire les réparations et les analyses et on comprend que 60% des avions ont de mauvaises réparations. Donc là, le législateur va doucement commencer à sévir. Néanmoins, ceci va arriver trop tard pour ce 747-là. Nous sommes dans les mois précédant le drame, et il y a une image qui a été prise sous l'appareil, sous ce 747-200-là. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre effectivement le morceau de tôle qui a été rapporté, qui cache la partie endommagée, et elle montre aussi des traces jaunes qui sortent
sous la tôle. C'est des traces de croix. Il faut revenir à l'époque. À l'époque, il était toujours possible de fumer à l'intérieur des avions. Donc très souvent, les appareils avaient, au mieux, une zone fumeur, une zone non fumeur. Souvent, les zones fumeurs étaient à l'arrière. L'avion est doucement en train de perdre de la pressurisation. À chaque vol, de l'air est en train de passer sous la plaque qui a été mise en place. De l'air est en train de passer, de l'air de pressurisation, et l'avion perd doucement de la pressurisation. Les pilotes ne le réalisent pas parce que les systèmes qui pressurisent l'appareil compensent. Donc l'appareil se pressurise normalement, mais néanmoins il en perd. Il perd de l'air sans arrêt. Le résultat net, c'est que les vannes qui se trouvent à l'arrière de l'appareil qui permettent la sortie de l'air de pressurisation sont sur cet appareil probablement un peu plus fermé que sur un autre pour compenser cette ouverture-là. Mais personne ne s'en émeut. La couleur qu'il y a, cette couleur jaune, brunâtre, c'est la couleur de la nicotine. Ça veut dire qu'un air chargé de fumée de cigarette est en train de fuir entre ces deux panneaux. Il est en train de fuir. Que se passe-t-il aussi? Il y a des fissures cachées là-dessous qui commencent à évoluer, pour leur compte de plus en plus et commencent à se rencontrer. Certaines fissures font plus de 2 mètres. Elles ne se voient pas depuis dehors, elles sont cachées par la peinture. On dit que elles ne sont peut-être pas, elles n'avaient pas encore traversé l'épaisseur complète du métal, mais elles sont là. Elles sont en train de tisser une sorte de toile d'araignée sur tout l'arrière de l'avion. On arrive au 25 mai 2002. Le 25 mai 2002, par une sorte d'ironie du sort, cet appareil va faire un vol Taipei-Hong Kong. C'est le même vol qui, 22 ans plus tôt, a occasionné cet impact. L'avion, il y a 225 personnes à bord, entre membres d'équipage et passagers. Il décolle de Taipei, c'est au nord de l'île. Il vire au-dessus des détroits. Il commence à monter en descendant vers le sud-ouest. Il arrive à peu près au niveau 350, 35 000 pieds, qui était son altitude de croisière ce jour-là. Et pratiquement à l'instant où il atteint son altitude de croisière, ou peu de temps avant celle-ci, une centaine de pieds avant celle-ci, il y a soudainement une vibration qui va secouer l'avion. L'avion va vibrer pendant une fraction de seconde. Et l'instant d'après, il y a une explosion. Cette explosion va faire quoi? Elle va emporter tout l'arrière de l'avion. Elle va le couper littéralement. Tout ce qui est en arrière des ailes, ici, sera sectionné net. L'avion sera coupé ici. Cette partie va donc tomber. La partie avant va continuer à voler en allant vers le bas pendant quelques secondes. Après, vu les accélérations en jeu, les réacteurs, les 4 réacteurs vont se perdre. Et le champ de débris qu'on va retrouver au niveau de la mer, l'avion a mis 2 minutes et demie à tomber. Donc il a mis à peu près 2 minutes et demie, les 15 premières secondes, la partie avant volait encore et il y avait encore du courant électrique à l'avant, dans le cockpit. Le courant électrique a été coupé immédiatement au moment de l'explosion, c'est-à-dire que par rapport à la partie arrière, donc les boîtes noires sont situées à l'arrière, et littéralement, 1 seconde après l'explosion, elles arrêtent d'enregistrer. C'est-à-dire qu'une seconde après, tout simplement, cette partie-là a été arrachée, et donc les câbles et tout sont arrachés, et il n'y a plus d'électricité qui arrive, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus rien. Des fois, il y a des gens sous les vidéos qui commentent pourquoi on ne mettrait pas des batteries indépendantes au niveau des boîtes noires. Ceci ne va pas beaucoup aider parce que les boîtes noires doivent recevoir 2 choses. Elles doivent recevoir, oui, du courant électrique pour fonctionner, mais c'est pas ça le plus important. Elles doivent aussi recevoir des données.
Donc elle doit recevoir des données altimétriques, des données de vitesse, les voix enregistrées dans le cockpit et tout cela. Donc, si l'avion est coupé en deux, ou bien si l'avion n'a plus de courant électrique, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, ça ne sert à rien d'alimenter par une batterie les boîtes noires. Alors oui, elles seront alimentées, mais il n'y aura pas de données dedans. Donc ça ne servira à rien. Alors, l'appareil, je disais, se désintègre dans l'écran du contrôleur aérien. Alors le radar secondaire qui travaille sur la base d'un transpondeur dans l'avion va quand même pendant 15 secondes après l'explosion recevoir l'information du cockpit. Il va recevoir l'information d'altitude, recevoir le code transpondeur qui a été donné et ça prouve que pendant 15 secondes après l'explosion, le cockpit était encore alimenté en courant électrique. Par la suite, ça s'arrête. Par la suite, l'histoire est racontée par le radar primaire qui, lui, va prendre les échos des différentes pièces, différents éléments de structure et ce radar primaire va voir un avion qui se désintègre avec des morceaux qui tombent au bout de 2 minutes et demie, qui commencent à tomber à la mer. Le champ de débris, qui a été exploré extensivement, montre, d'abord on va retrouver la partie arrière, on retrouve par la suite les ailes et toute la partie avant, et on retrouve après, plus loin, on retrouve les réacteurs. Les gens qui ont réparé cet avion, soudainement vont se retrouver, alors qu'ils sont en retraite pour la majorité, vont se retrouver au milieu de ce drame qui a coûté la vie à 225 personnes l'espace d'un instant. Les langues ne vont pas se délier, les mémoires, plus personne ne se rappelle de rien en fait. Quelques personnes parlent quand même, ils disent « Nous avons suivi la procédure, nous avons réparé quand Boeing le disait ». Les enquêteurs savent que c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont au fond de la mer, ils vont retrouver un morceau de métal qui n'aurait jamais dû être là. Ils vont retrouver un morceau de métal qui est complètement scratché, qui en 1980 a été gratté contre la piste de l'aéroport de Hong Kong. Ce morceau est très lisse, très fin, il est brillant. Il est littéralement comme un couvercle ou un opercule d'une boîte de yaourt. Il n'y a presque plus de métal. Le niveau de dégâts constaté, s'il était comparé avec ce que disait le manuel des réparations structurelles de Boeing, était clair que ce morceau aurait dû être retiré. Or, ce morceau n'avait pas été retiré. Donc, c'est une opération de réparation complètement pourrie qui avait été faite. Et le résultat net, c'est que 22 ans plus tard, elle va causer l'explosion de cet avion. Et ne donnant aucune chance à personne, ni aux pilotes qui n'ont rien pu faire, ni aux passagers, ni à personne. Alors, les impacts au sol des avions, les tail strikes, comme on les appelle, ça veut dire les avions qui touchent la partie arrière ou la queue de l'avion à l'atterrissage, restent toujours des problématiques de tous les jours, jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer un exercice au simulateur. Sur un Airbus, vous montrer un des éléments de protection aujourd'hui contre ce genre de choses. Donc il y a une alarme, pitch sur certains Airbus. Elle est optionnelle, elle n'existe pas sur tous, qui permet de lancer une alarme au pilote quand l'avion s'approche d'un cabré maximal. C'est-à-dire dans cet appareil, dans le modèle que je vais vous montrer, si l'avion va atteindre 10 degrés dans une seconde, donc c'est une alarme prédictive qui prend en compte deux choses, qui prend en compte l'attitude instantanée de l'avion, mais à quelle vitesse il est en train de se cabrer. Si, dans une seconde, il va atteindre 10 degrés, il y a une alarme pitch qui va résonner. Ce qui permet au pilote de donner un coup sur le ménistique et réduire le cabré de l'avion, éviter de toucher. Donc je vais vous montrer deux vidéos. Dans la première, c'est une approche sur un aéroport autrichien, d'accord, sur un simulateur 4D, donc ces simulateurs qui bougent, qui vibrent, etc., qui sont certifiés par Airbus en termes de leur performance opérationnelle et tout cela. Ne vous inquiétez pas trop pour la qualité du pilotage.
Ça n'a pas été fait exprès, j'étais tout simplement, c'est pas pour illustrer, hein, donc l'alarme et tout ça n'ont pas été fait exprès pour vous montrer, c'était indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que c'était à la fin d'une longue séance de simulateur, avec des pannes moteurs, avec des approches dans des conditions épouvantables, etc. Je commençais à devenir épuisé. J'étais vraiment fatigué. J'étais en train de suivre sans pilote automatique, une route d'approche, interception d'un ILS, commencer à descendre et faire tout le travail tout seul. Vous allez le voir, y compris sortir les volets, le train d'atterrissage, tout, je devais faire tout seul. Je commençais à être vraiment, vraiment épuisé et la qualité donc des mouvements commençait à se ressentir. À l'atterrissage, justement, je le cabre un peu trop et vous allez entendre pitch, pitch, pitch. Dans la deuxième vidéo, vous allez voir l'écran, vous allez voir une approche pareille avec le PFD, n'est-ce pas? Et vous allez voir sur l'horizon artificiel que les 10 degrés ne sont pas atteints. Vous allez voir la longue barre des 10 degrés. Et vous allez voir qu'elle n'est pas atteinte, mais que l'alarme se déclenche avant. Ça vous montre à quel moment l'alarme pitch se déclenche. Et c'est une alarme prédictive. Mais l'avion ne vous empêchera pas de cabrer plus loin si nécessaire et donc de taper l'arrière. Sur d'autres appareils, comme par exemple le Concorde, ce qu'ils avaient fait, parce que le Concorde, vu son aérodynamique, a tendance à s'approcher de manière un peu trop cabrée et avait le risque à chaque atterrissage de toucher quand même l'arrière. Dans ce cas-là, ce qui a été fait, c'est qu'il y a une roulette, une petite roue, hein, faisant partie du système du train d'atterrissage, littéralement, qui a été placée tout à l'arrière. Et cette roue-là, en cas d'impact, c'est elle qui va prendre la charge et qui va tourner, qui va donc éviter les dégâts sur le Concorde. Voilà mes amis, c'était une tragédie qui n'était pas nécessaire, le vol 611, mais voilà, on a une compagnie qui fonctionnait pas très bien au niveau donc de ses opérations, mais ça nous montre quelque chose d'intéressant au niveau de la sécurité aérienne, c'est que quand ça fonctionne pas bien au niveau des pilotes, hein, il y a eu plusieurs crashs liés à des pertes de contrôle toutes bêtes, hein, façon Aéroclub, où ils ont écrasé des Airbus, eh bien, c'est que au niveau de la compagnie, sur le reste, par exemple au niveau de la maintenance, ça marche pas mieux en fait. Et on va voir que les mécaniciens ne sont pas finalement plus professionnels, ne sont pas plus aguerris, ne sont pas plus à l'aise avec leur travail au jour le jour que ne l'étaient les pilotes. Et chacun, à sa manière, a participé donc à rendre cette compagnie extrêmement dangereuse dans les années 90, même si elle a plus ou moins, je dirais, renoué avec la sécurité ces dernières années, mais il y a du chemin quand même qui reste à faire. Je vous laisse avec les vidéos de démonstration donc dans le cockpit de l'Airbus. Si vous n'aimez pas les vidéos de simulateur et tout ça, vous pouvez arrêter ici. Sinon, on se revoit dans une autre vidéo. À bientôt. Retard. Pitch. Retard.
Pitch. Pitch. Max reverse, max brake.